Un soir, à minuit passé, j'étais seul dans mon bureau du palais. Le silence était lourd, trop lourd. Sur mon bureau, un décret attendait ma signature. Une seule signature, et un homme tomberait. Un allié d'hier. Un frère de combat. J'ai pris le stylo, j'ai hésité. Puis j'ai compris. Ici, au sommet, les décisions n'ont pas de cœur. Je m'appelle Macky Sall. J'ai été président du Sénégal. Voici mon histoire, racontée par moi-même, depuis les ruelles de Fatick jusqu'aux couloirs glacés du pouvoir. Fatick. Ce nom résonne en moi comme le battement de mon propre cœur. C'est là, dans cette région du Siné Saloum, au Sénégal profond, que mon histoire a commencé. Le 11 décembre 1961. Une autre époque, un Sénégal encore jeune, plein d'espoir et d'incertitude. Ma famille était de celles qui travaillaient dur, ancrées dans la terre, dans le respect des traditions. Mon père, Amadou Sall, était un homme que l'on respectait dans la communauté. Un homme de conviction, avec une certaine idée de la probité et du service. Il a été un des premiers à s'engager politiquement dans le Sénégal indépendant, aux côtés de Senghor. Cette fibre politique, cette conscience du bien commun, je crois qu'elle m'a été transmise, même si enfant, je ne réalisais pas encore la portée de ses engagements. Ma mère, Kumba Timbo. Son nom seul évoque pour moi la douceur, la force tranquille, le pilier de notre famille. Elle était de celles qui tissent les liens, qui apaisent les tensions, qui élèvent leurs enfants avec amour et exigence. Elle n'a pas eu la chance d'aller loin à l'école, mais son intelligence du cœur, sa sagesse paysanne, m'ont appris des leçons fondamentales sur la vie, sur la patience, sur la persévérance face à l'adversité. C'est elle qui veillait à ce que nous ne manquions de rien, qui nous inculquait le sens du partage et de l'entraide. L'image de ma mère travaillant sans relâche, le souci constant qu'elle avait pour ses enfants, reste une source d'inspiration inépuisable. Mon enfance à Fatick a été simple, faite de jeux dans la rue, de l'école coranique où j'ai appris les bases de notre foi, et de l'école française, celle qui ouvrait les portes d'un autre monde, celui du savoir occidental. J'étais un enfant curieux, avide d'apprendre. J'aimais lire, découvrir de nouvelles choses. Déjà, à cette époque, je sentais une certaine ambition bouillonner en moi, une envie de comprendre le monde, de ne pas me contenter de ce qui était. L'influence de mon père, ses discussions avec ses amis politiques, les journaux qu'il lisait, tout cela a contribué à éveiller mon intérêt pour la chose publique, même si cela restait encore flou, une graine plantée dans mon esprit. L'école primaire puis le collège à Fatick ont été des étapes importantes. J'étais un élève sérieux, appliqué. J'aimais les sciences, la logique, la rigueur. Ces matières me parlaient, elles nourrissaient mon besoin de comprendre le fonctionnement du monde. C'est cette attirance pour la rationalité, pour l'explication des phénomènes naturels, qui m'a poussé plus tard vers les études de géologie à l'université de Dakar. À cette époque, mon rêve était celui d'un scientifique, d'un chercheur contribuant à la connaissance, à la compréhension de notre Terre. La politique était encore loin de mes préoccupations premières. C'était un domaine que j'observais de loin, avec l'intérêt d'un citoyen, mais sans l'intention d'y plonger. L'université à Dakar a été une rupture, un élargissement de mes horizons. J'ai quitté le cocon familial, la familiarité de Fatick, pour la capitale, avec son bouillonnement, sa diversité, ses idées nouvelles. J'ai rencontré des étudiants venus de toutes les régions du Sénégal, avec des parcours et des opinions différents. Ces échanges ont enrichi ma pensée, ont affiné mon regard sur les enjeux du pays. Mes études de géologie étaient passionnantes. Elles m'ouvraient les portes d'un métier concret, avec des perspectives d'avenir. Je me voyais bien parcourir le Sénégal, étudier ses ressources, contribuer à son développement économique d'une manière tangible. Le rêve scientifique était bien réel. Il était ma boussole à cette époque. Cependant, la vie est rarement linéaire. Des rencontres, des événements, des prises de conscience peuvent changer le cours d'une existence. Mes premiers pas dans la vie publique se sont faits de manière progressive, presque naturelle, sans que j'aie l'impression de franchir une ligne claire. Mon engagement étudiant, ma participation à des débats, mon intérêt croissant pour les questions politiques et sociales ont été les prémices d'une trajectoire que je n'avais pas initialement envisagée. Cette fibre politique héritée de mon père, peut-être latente pendant mes études scientifiques, commençait doucement à se réveiller. L'observation du Sénégal de cette époque
les défis auxquels notre jeune nation était confrontée ont peu à peu fait germer en moi une autre ambition, celle de m'impliquer plus directement dans la construction de notre avenir. Mais à ce moment-là, je n'imaginais pas encore le chemin sinueux et passionnant qui m'attendait. Mon rêve était encore celui de la science, de la découverte. La politique n'était qu'une possibilité lointaine, une graine à peine germée dans le terreau fertile de mes premières ambitions. Mon retour au Sénégal, après mes années d'études en France, fut une période pleine d'attentes et d'une ferveur patriotique indéniable. C'était la fin des années 80, le pays était en pleine ébullition politique. Le système du parti unique, qui avait marqué les premières décennies de l'indépendance sous Léopold Sédar Senghor, puis Abdou Diouf, montrait des signes d'essoufflement. L'opposition gagnait du terrain, portée par une aspiration profonde au changement, à l'alternance démocratique. J'étais alors un jeune ingénieur géologue, imprégné de la rigueur scientifique, mais aussi très conscient des réalités socio-économiques de mon pays. Je n'avais pas envisagé une carrière politique directe. Mon rêve était de contribuer au développement du Sénégal par mes compétences techniques. Mais la situation du pays, les frustrations, le désir d'un nouveau souffle, m'ont poussé à m'engager. Mon choix s'est porté sur le Parti démocratique sénégalais, PDS, dirigé par Meh Abdoulaye Wade. Ce n'était pas un choix par défaut. Le PDS incarnait l'opposition historique, le contrepoids face au parti au pouvoir. La vision de Wade, son audace, sa capacité à défier le statu quo m'attiraient. Il représentait une modernité, une rupture avec une certaine inertie. J'ai adhéré au PDS avec l'envie d'apporter ma pierre à l'édifice, non pas comme un tribun, mais comme un homme d'action, un organisateur. Mes premiers pas dans le parti ont été ceux d'un militant de base, un travailleur de l'ombre. J'ai commencé par des tâches modestes mais essentielles. La rédaction de notes techniques, l'organisation de réunions, la mobilisation sur le terrain. Ma formation scientifique m'avait habitué à la méthode, à la rigueur, et j'ai appliqué ces principes à mon engagement politique. Je n'étais pas là pour faire des discours enflammés, mais pour être efficace, pour structurer l'action du parti. La rencontre avec Abdoulaye Wade ne fut pas un rendez-vous solennel, mais une série d'interactions qui ont progressivement construit une relation de confiance. Il a rapidement perçu en moi un profil différent, celui d'un technocrate discret, un ingénieur capable de transformer des idées politiques en plans d'action concrets. Il appréciait ma capacité d'analyse, ma loyauté et mon pragmatisme. Je ne le flattais pas, je lui apportais des faits, des chiffres, des stratégies claires. J'étais l'homme sur qui il pouvait compter pour les dossiers complexes, les missions délicates. Par exemple, j'ai souvent été sollicité pour des analyses de fond sur des questions économiques, énergétiques ou infrastructurelles. Des domaines où ma formation d'ingénieur était un atout précieux. Ma montée en puissance au sein du PDS n'a pas été le fruit d'une ambition démesurée ou d'une recherche effrénée de notoriété. Elle a été organique, basée sur la confiance gagnée, dossier après dossier, succès après succès. Mon rôle de directeur de campagne pour les élections de 2000 fut un baptême du feu et un moment charnière. La campagne était rude, tendue. Après des décennies de règne du Parti socialiste, l'alternance était un mot d'ordre, mais aussi un immense défi. J'étais au cœur de la machine électorale, coordonnant les équipes sur le terrain, gérant la logistique, affinant les messages. Nous avons dû faire face à de multiples obstacles, des pressions politiques aux difficultés logistiques, en passant par la nécessité de fédérer une opposition disparate. Ma contribution fut notamment de systématiser l'approche, de rationaliser les moyens, de mettre en place des stratégies de mobilisation efficaces, notamment auprès de la jeunesse et des populations rurales qui aspiraient au changement. Le soir du second tour, lorsque les résultats sont tombés, l'émotion fut indescriptible. La victoire d'Abdoulaye Wade en 2000 a marqué une page historique pour le Sénégal, la première alternance démocratique. Pour moi, c'était l'aboutissement d'années de travail acharné, la preuve que la persévérance démocratique pouvait vaincre. C'était un sentiment de fierté immense, non seulement pour Wade et le PDS, mais pour tout le peuple sénégalais qui avait cru au changement. Avec l'alternance, ma position a évolué de manière significative. Je suis passé de l'ombre à la lumière, nommé ministre dans le premier gouvernement de l'ère Wade. J'ai d'abord été ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique. C'était un portefeuille clé pour le développement économique du pays. J'y ai initié des réformes pour attirer les investissements dans le secteur minier, pour améliorer l'accès à l'énergie et à l'eau potable,
des besoins essentiels pour nos populations. Ma rigueur d'ingénieur m'a servi pour négocier des contrats, pour planifier des infrastructures d'envergure. Puis, j'ai été nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, un poste encore plus sensible au cœur de l'administration et de la sécurité du pays. J'y ai mené des réformes visant à moderniser l'administration territoriale, à renforcer la décentralisation et à assurer la sécurité des citoyens. Ces expériences ministérielles m'ont permis de comprendre la complexité de la gouvernance, la nécessité de l'équilibre entre les aspirations populaires et les contraintes budgétaires, entre la vision politique et la réalité du terrain. L'apogée de cette période fut ma nomination au poste de Premier ministre en 2004. C'était la reconnaissance suprême de ma loyauté et de mes compétences par le président Wade. J'étais son bras droit, l'homme de confiance chargé de la mise en œuvre de sa vision pour le Sénégal. Mon rôle était de coordonner l'action de l'ensemble du gouvernement, de veiller à l'exécution des politiques publiques et des grands projets. C'est durant cette période que nous avons jeté les bases de ce qui allait devenir plus tard le plan Sénégal émergent. Même si le nom viendra plus tard, l'esprit de développement et de transformation était déjà là. Nous avons lancé des projets d'infrastructures massifs, routes, ponts, développement portuaire, modernisation des aéroports. J'ai supervisé des réformes économiques visant à améliorer l'attractivité du Sénégal pour les investissements étrangers et à stimuler la croissance. La collaboration avec le président Wade était alors très forte, quasi fusionnelle. Nous nous voyions très régulièrement, discutions des dossiers en profondeur. J'avais une grande latitude pour agir, et cette confiance mutuelle était le moteur de notre action. Je me sentais alors pleinement investi dans la construction d'un Sénégal nouveau, plus prospère et plus juste. Je ne me voyais pas encore président à cette époque, mais j'étais conscient d'être au cœur du pouvoir, façonnant le destin de mon pays aux côtés d'un homme que je respectais profondément et pour qui j'avais une immense admiration. Cette période, je la considérais comme l'âge d'or de notre collaboration, celle où l'équipe fonctionnait à plein régime pour le bien de la nation. Ce lien, je le croyais indéfectible. Mais la politique est un champ de force, et les relations humaines, même les plus solides, peuvent être mises à rude épreuve par les enjeux de pouvoir. La politique, c'est un jeu de pouvoir, où les alliances peuvent être éphémères et la loyauté, une denrée rare. J'ai appris cette leçon à mes dépens, et la rupture avec le président Abdoulaye Wade fut l'une des périodes les plus douloureuses et formatrices de ma vie. Elle n'est pas survenue du jour au lendemain. Des fissures étaient apparues, subtiles au début, puis de plus en plus profondes. L'ascension de son fils, Karim Wade, au sein du pouvoir, son rôle croissant, ses ambitions affichées, ont commencé à générer des tensions. J'étais Premier ministre, son homme de confiance, mais je sentais une certaine défiance s'installer, une volonté de réduire mon influence, de me mettre dans l'ombre au profit de celui qu'il préparait, à l'évidence, pour sa succession. Le point de non-retour a été atteint avec l'affaire de la présidence de l'Assemblée nationale. En 2007, après ma démission du poste de Premier ministre, pour diriger la campagne électorale législative et présidentielle de Wade, j'ai été élu président de l'Assemblée nationale. C'était une position stratégique, le second personnage de l'État. De là, j'ai continué à travailler avec la rigueur qui m'est propre. C'est à ce moment-là que j'ai demandé des comptes, que j'ai voulu faire la lumière sur la gestion de certains fonds publics, notamment ceux liés au projet de l'Agence nationale de l'Organisation de la Conférence islamique, ANOCI, dirigée alors par Karim Wade. En tant que président de l'Assemblée nationale, j'estimais que c'était mon devoir de contrôler l'action gouvernementale et la gestion des deniers publics. Ma démarche était guidée par un principe simple, la transparence et la bonne gouvernance. Je ne cherchais pas le conflit pour le conflit, mais l'intégrité dans la gestion des affaires de l'État. Cependant, ma demande d'enquête parlementaire sur ces fonds fut interprétée comme une attaque directe contre le président et son fils. Ce fut le début du bras de fer. La tension est montée d'un cran. Les pressions étaient immenses, mais je n'ai pas plié. Je croyais en la justesse de ma démarche. On m'a alors fait sentir que je dépassais les limites, que je trahissais la confiance. Mais pour moi, trahir la confiance, c'était fermer les yeux sur ce qui me semblait être des irrégularités. La mise à l'écart brutale qui a suivi fut orchestrée de main de maître. Mon immunité parlementaire a été levée en novembre 2008 dans des conditions que j'ai toujours jugées irrégulières. J'ai été destitué de mon poste de président de l'Assemblée nationale, sans ménagement. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé isolé,
ostracisé par le parti que j'avais servi avec loyauté pendant des années. J'ai ressenti une profonde humiliation, non seulement pour moi-même, mais aussi pour le principe démocratique. C'était une déchéance politique rapide et impitoyable, une tentative de m'anéantir et de me faire taire. Les médias, souvent instrumentalisés, se sont déchaînés. On m'a peint comme un traître, un ingrat. C'était difficile à supporter car j'avais toujours agi par conviction, jamais par opportunisme personnel. Cette période a été ma traversée du désert. J'ai été démis de toutes mes fonctions officielles, mis à l'écart du PDS. Le téléphone ne sonnait plus. Beaucoup d'anciens amis, d'anciens collaborateurs m'ont tourné le dos, par peur ou par opportunisme. J'ai subi des pressions énormes, y compris des tentatives d'intimidation. Mais au lieu de me briser, cette épreuve m'a renforcé. Elle a confirmé mes convictions. J'ai réalisé que la politique, au-delà des postes et des honneurs, c'était avant tout une question de valeurs et de principes. C'est dans cette adversité que l'idée de fonder mon propre mouvement a germé. Je ne pouvais pas rester silencieux, je ne pouvais pas accepter cette injustice. La naissance de l'Alliance pour la République, APR, n'a pas été une décision légère, mais une nécessité, une réponse à cette exclusion. Elle s'est faite dans la douleur, avec des moyens limités, mais avec une détermination inébranlable. J'étais convaincu que le peuple sénégalais finirait par comprendre la vérité, que ma lutte n'était pas personnelle, mais pour la démocratie et la bonne gouvernance. Cette période de déchéance apparente fut en réalité une phase de renaissance, le moment où j'ai décidé de prendre mon destin en main et de construire ma propre voie politique, hors de l'ombre d'un mentor devenu adversaire. Je n'étais pas vaincu, j'étais affûté, prêt pour le combat à venir. La rupture avec le président Wade fut un coup dur, une blessure. Mais elle fut aussi le catalyseur d'une nouvelle ambition, une force pour ne pas sombrer. Après avoir été destitué de la présidence de l'Assemblée nationale en 2008, je me suis retrouvé dans une situation délicate. J'étais un homme politique sans parti, sans véritable base arrière solide, face à une machine d'État puissante. C'est dans ce contexte que j'ai pris la décision de fonder ma propre formation politique, l'Alliance pour la République, APR, en décembre 2008. Ce n'était pas une démarche opportuniste, mais une nécessité. Je voulais incarner une nouvelle voie, basée sur les principes de bonne gouvernance, de transparence et de justice sociale, ceux-là même qui m'avaient conduit à ma rupture avec Wade. La création de l'APR n'a pas été une tâche facile. J'ai dû partir de zéro. Les moyens étaient limités, les soutiens encore frileux. Beaucoup de ceux qui m'avaient côtoyé au sommet du pouvoir s'étaient éloignés, craignant la colère du régime en place. C'était une véritable traversée du désert. J'ai sillonné le Sénégal, allant à la rencontre des populations, expliquant ma vision, mon projet pour le pays. J'ai visité les villages les plus reculés, les quartiers populaires de Dakar, les zones rurales de Fatick. Je dormais souvent chez l'habitant, partageant leur quotidien, écoutant leurs doléances. Ce contact direct avec le peuple a été fondamental. Il m'a ancré davantage dans les réalités du terrain et m'a permis de construire une base militante solide et loyale. Cette période m'a appris l'humilité et la résilience, des qualités bien plus précieuses que les ors de la République. Face à moi, il y avait l'appareil d'État et le PDS, déterminés à me neutraliser. L'opposition était féroce, parfois même violente verbalement. J'étais la cible de campagnes de dénigrement, de rumeurs, d'accusations infondées. On essayait de me présenter comme un traître, un dissident. Mais j'ai tenu bon. Ma stratégie était claire. Éviter la confrontation frontale inutile et me concentrer sur le terrain, sur la mobilisation des citoyens. J'ai constitué une large coalition de partis d'opposition et de mouvements citoyens autour de l'APR. J'ai compris que pour vaincre un pouvoir en place, il fallait unir les forces, dépasser les égos. C'est ainsi que l'Alliance Macky 2012 s'est formée, unissant des sensibilités diverses, mais toutes animées par le désir d'alternance. L'objectif principal était de faire tomber Abdoulaye Wade démocratiquement en 2012. Le contexte était tendu. Le président, malgré son âge, semblait déterminé à briguer un troisième mandat, une perspective qui divisait le pays et que beaucoup considéraient comme anticonstitutionnelle. La Constitution limitait les mandats à 2. La rue grondait, portée par le mouvement Y en a marre et d'autres organisations de la société civile. J'ai pris ma place dans cette dynamique, articulant ma campagne autour du respect de la Constitution, de la bonne gouvernance et du plan Sénégal émergent,
une vision économique et sociale pour le pays que j'avais déjà esquissée en tant que Premier ministre et que je souhaitais approfondir. La campagne présidentielle de 2012 fut l'une des plus intenses de l'histoire du Sénégal. J'étais l'un des principaux candidats de l'opposition. Le premier tour fut serré. Abdoulaye Wade est arrivé en tête, mais sans la majorité absolue. Le second tour fut décisif. Toutes les forces vives de l'opposition se sont ralliées derrière ma candidature. Le peuple sénégalais, fatigué par les incertitudes autour du troisième mandat et les tensions sociales, aspirait à un changement pacifique. J'ai fait campagne sur le thème de la rupture avec l'immobilisme, de la réconciliation et de l'espoir. Le 25 mars 2012 restera gravé dans ma mémoire. C'est ce jour-là qu'est survenue la victoire surprise. Contre toute attente pour certains, mais non pour moi qui avais senti la ferveur populaire sur le terrain, j'ai été élu président de la République du Sénégal. Les résultats étaient de clairs. J'avais remporté la majorité des voix. L'annonce de ma victoire a été un soulagement immense, une joie profonde. C'était l'aboutissement de mon combat personnel, mais surtout le triomphe de la démocratie sénégalaise. Wade lui-même, grand démocrate qu'il était malgré nos désaccords, m'a appelé pour me féliciter, ce qui a apaisé les tensions et a permis une transition pacifique et exemplaire. Je passais de l'homme banni à l'homme de la situation, de la traversée du désert à la tête de l'État. C'était une immense responsabilité, un honneur que j'accueillais avec humilité, mais aussi avec la ferme détermination de ne pas décevoir le peuple qui m'avait fait confiance. L'investiture, le 2 avril 2012, fut un moment empreint d'une solennité particulière. Je passais de l'homme de l'opposition, du contestataire, à la plus haute fonction de l'État. C'était l'aboutissement d'un long combat, le rêve d'une vie, mais surtout le poids immense de la responsabilité. Le Sénégal attendait beaucoup de moi. Le pays sortait d'une période de forte tension, exacerbée par la question du troisième mandat de mon prédécesseur. Ma première et principale priorité fut de rassembler le peuple sénégalais, de panser les plaies laissées par une campagne électorale particulièrement clivante. J'ai tendu la main à l'opposition, même à ceux qui m'avaient farouchement combattu. J'ai invité certains de leurs membres à participer à la construction nationale, cherchant à créer un climat d'apaisement et de réconciliation. Je savais, au fond de moi, que pour avancer, pour bâtir un Sénégal fort et prospère, l'unité nationale était non négociable. Ma vision pour le Sénégal, celle que j'avais mûrie durant ma traversée du désert, s'est concrétisée par le plan Sénégal émergent, PSE, officiellement lancé en 2014. Ce n'était pas un simple catalogue de projets, mais une véritable stratégie de développement à long terme, une feuille de route pour transformer structurellement l'économie et la société sénégalaise. Le PSE reposait sur 3 piliers fondamentaux, chacun étant le fruit d'une réflexion profonde sur les besoins du pays. La transformation structurelle de l'économie. Il s'agissait de dépasser l'économie de rente ou de subsistance pour aller vers une économie plus diversifiée, plus industrialisée, capable de créer de la richesse et des emplois en masse. Nous avons mis l'accent sur la modernisation de l'agriculture avec des programmes d'irrigation et de mécanisation, sur l'industrialisation locale avec l'implantation d'unités de transformation, sur le développement des services à forte valeur ajoutée comme le tourisme et les technologies de l'information et de la communication, TIC. L'exploitation future de nos ressources pétrolières et gazières, déjà en perspective, s'inscrivait également dans cette logique de transformation et de souveraineté économique. Le capital humain, la protection sociale et le développement durable. Je suis convaincu que la plus grande richesse d'un pays, c'est son peuple. Nous avons donc investi massivement dans l'éducation, la santé et la formation professionnelle. La mise en place de la couverture maladie universelle, CMU, malgré les défis de sa généralisation, a été une avancée majeure pour garantir l'accès aux soins pour tous, en particulier les plus démunis. Nous avons étendu les programmes de bourse familiale et renforcé les infrastructures éducatives, des écoles aux universités. Le développement durable, avec une gestion responsable de nos ressources naturelles et une forte adaptation aux défis du changement climatique, faisait partie intégrante de notre démarche, car l'avenir de nos enfants en dépendait. La gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. Pour que le développement soit pérenne, il faut des bases solides. J'ai œuvré à la consolidation de nos institutions démocratiques, au renforcement de l'état de droit et à la lutte contre la corruption.
La stabilité et la sécurité du pays étaient primordiales, d'autant plus dans une sous-région sahélienne et ouest-africaine confrontée à des menaces terroristes croissantes. Nous avons renforcé nos forces de défense et de sécurité et modernisé leur équipement. Sur le plan économique et infrastructurel, les réalisations furent tangibles et visibles. L'aéroport international Blaise Diagne, AIBD, à Dias, bien qu'initié par le régime précédent, a été achevé et mis en service sous mon mandat, devenant une porte d'entrée moderne pour la sous-région. Le Train Express Régional, TER, une première en Afrique de l'Ouest, a transformé la mobilité entre Dakar et ses environs, désengorgeant la capitale et offrant un transport de masse fiable. Nous avons construit l'autoroute à péage Thiès-Touba, la deuxième phase de l'autoroute à péage, désenclavant des régions entières et facilitant le commerce. La modernisation du port de Dakar et le développement de pôles urbains comme Diamniadio, avec la construction d'une ville nouvelle, de l'Arena nationale, du Centre international de conférences de Dakar, CICAD et du parc industriel, ont structuré le territoire et attiré les investissements. Mon approche était résolument pragmatique, investir massivement dans les infrastructures pour stimuler l'économie et améliorer le quotidien des Sénégalais. La gestion de la transition fut un exercice délicat. J'avais hérité d'une dette publique significative et de nombreux dossiers complexes. Il fallait rassurer les investisseurs, les partenaires internationaux, tout en répondant aux attentes pressantes d'une population qui aspirait à des changements rapides et concrets. Mon expérience de technocrate et de Premier ministre m'a été précieuse. J'ai mis en place une équipe gouvernementale solide, avec des compétences techniques avérées. Les premiers gouvernements sous ma présidence, notamment ceux dirigés par Abdoul Mbaye, puis Mahamed Boun Abdallah Dionne, se sont attelés à la tâche avec une grande détermination. Bien sûr, un premier mandat n'est jamais un long fleuve tranquille, surtout après une alternance aussi forte. L'opposition était présente et active, et les batailles politiques furent intenses. L'une des promesses phares de ma campagne était la reddition des comptes et la lutte contre l'enrichissement illicite. J'avais promis de ne ménager personne dans ce combat pour la bonne gouvernance. C'est dans ce cadre que la Cour de répression de l'enrichissement illicite, CREI, une juridiction spéciale mise en sommeil pendant des années, a été réactivée. Mon objectif était clair, mettre fin à l'impunité et envoyer un signal fort que la gestion des deniers publics devait être irréprochable. C'est dans ce contexte que s'est inscrit le cas de Karim Wade. Ancien ministre d'État, surnommé ministre du ciel et de la terre, tant ses portefeuilles étaient étendus et son influence grande sous la présidence de son père, il était au centre de nombreuses rumeurs et interrogations concernant l'origine de sa fortune. Son arrestation, en avril 2013, a secoué le pays et attiré l'attention internationale. Il a été inculpé pour enrichissement illicite, corruption et blanchiment d'argent. Le procès, qui s'est déroulé à la CREI, fut long, hautement médiatisé et extrêmement polarisant. Pour mes partisans et la société civile, c'était la preuve de ma volonté de lutter contre la corruption, un signe fort que l'ère de l'impunité était révolue. Pour les soutiens de Wade et l'opposition, c'était une chasse aux sorcières, une manœuvre politique pour éliminer un adversaire potentiel pour la prochaine élection présidentielle. J'ai toujours soutenu l'indépendance de la justice dans cette affaire, insistant sur le fait que le gouvernement ne s'immisçait pas dans ses décisions. Le verdict est tombé en mars 2015. Karim Wade a été reconnu coupable d'enrichissement illicite et condamné à 6 ans de prison ferme, assorti d'une lourde amende et de la confiscation de ses biens. Il a passé 3 ans en détention. Ma décision de lui accorder la grâce présidentielle en juin 2016, lui permettant de quitter le pays pour le Qatar, a également été sujette à controverse. Ce fut une décision complexe, prise dans l'intérêt supérieur de la nation, pour apaiser certaines tensions et éviter une crise majeure. Elle a été perçue par certains comme un compromis, par d'autres comme un signe de faiblesse ou une contradiction avec ma promesse de reddition des comptes. Mais pour moi, c'était un acte de souveraineté et de responsabilité, permettant de dépasser une impasse politique tout en affirmant l'autorité de l'État. Le cas Khalifa Sall, maire de Dakar et figure charismatique de l'opposition, a également marqué mon premier mandat. Accusé de détournement de fonds liés à la caisse d'avance de la ville de Dakar, il a été démis de ses fonctions et emprisonné. Là encore, mes détracteurs ont crié à la manipulation politique pour éliminer un rival potentiel à la présidentielle de 2019. Pour moi,
C'était une question de principe. La loi doit s'appliquer à tous, sans distinction de rang ni de position politique. Ces affaires judiciaires ont indéniablement pesé sur l'image de mon premier mandat, même si j'ai toujours veillé à ce que la justice suive son cours sans interférence politique directe de ma part. Mes relations avec d'autres figures de l'opposition, comme Idrissa Seck, ancien Premier ministre sous Wade, ont connu des hauts et des bas, alternant entre confrontation politique et moments de dialogue, signe d'une démocratie sénégalaise vivante et parfois turbulente. Sur le plan des relations internationales, j'ai œuvré à repositionner le Sénégal comme un acteur clé et respecté sur la scène africaine et mondiale. J'ai renforcé nos liens avec les pays voisins de la CEDEAO, promouvant l'intégration régionale et la sécurité collective face aux menaces transnationales. J'ai voyagé intensément pour attirer les investissements et consolider nos partenariats stratégiques avec l'Europe, l'Amérique du Nord, la Chine et les pays du Golfe. Le Sénégal sous mon premier mandat était perçu comme un modèle de stabilité démocratique et de dynamisme économique en Afrique de l'Ouest, culminant avec ma présidence de l'Union africaine en 2022, un honneur qui a renforcé ma voix sur la scène continentale. Ce premier mandat fut donc un équilibre constant entre l'ambition de transformer le pays via le PSE, la gestion des urgences quotidiennes, et les inévitables batailles politiques et judiciaires. J'ai appris à naviguer dans ces eaux souvent agitées, convaincu que chaque décision, chaque compromis, chaque confrontation servait un objectif plus grand, celui d'un Sénégal plus fort, plus juste et plus prospère. J'étais fier de ce que nous avions accompli en si peu de temps, mais je savais que le chemin était encore long et que de nouveaux défis, encore plus complexes, m'attendaient. Ma réélection en février 2019, dès le premier tour avec 58,27% des voix, fut pour moi une confirmation, une légitimité renouvelée par le peuple sénégalais. C'était le fruit de 5 années de travail acharné, de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, PSE, dont les réalisations commençaient à être tangibles. Je sentais la confiance de mes concitoyens, leur adhésion à ma vision d'un Sénégal moderne et prospère. Mon moral était au zénith, j'étais prêt à accélérer la cadence, à consolider les acquis et à lancer de nouveaux chantiers pour transformer définitivement notre pays. Cette victoire, cependant, a été entachée pour certains par l'absence de figures majeures de l'opposition, comme Khalifa Sall ou Karim Wade, qui n'avaient pas pu se présenter. Bien que je maintienne que la justice avait fait son œuvre en toute indépendance, cette situation a semé les graines d'une perception de dérive et d'une volonté de museler l'opposition, des accusations que je rejetais fermement, mais qui allèrent peser sur mon second mandat. Mon second mandat devait être celui de l'accélération du PSE, avec un focus particulier sur la création massive d'emplois pour les jeunes, l'industrialisation à travers les zones économiques spéciales et la préparation de l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Les découvertes de gisements offshore de pétrole, Sangomar, et de gaz, Grande Tortue Ahmeyim, étaient des opportunités historiques qui allaient transformer notre économie, offrant des perspectives d'autonomie énergétique et de revenus substantiels pour le développement. Je me suis attelé à mettre en place un cadre légal et institutionnel solide pour gérer ces richesses de manière transparente et équitable, pour que ces ressources profitent à tous les Sénégalais et ne deviennent pas une malédiction comme on le voit parfois ailleurs. Cependant, très vite, mon second mandat a été marqué par une série de tensions politiques et sociales, souvent exacerbées par des perceptions de dérive et d'atteinte à la démocratie. Le cas Ousmane Sonko est devenu le point névralgique de ces tensions, cristallisant les frustrations et les clivages. L'affaire a éclaté en mars 2021. Ousmane Sonko, leader charismatique du parti Pastef les Patriotes, député et principal opposant, a été accusé de viols répétés et de menaces de mort par une jeune femme, Adji Sarr, employée d'un salon de massage. Pour ma part, ma position a toujours été claire. La justice doit suivre son cours, sans interférence du pouvoir exécutif. C'était une affaire de droit commun qui devait être traitée comme telle. Mais très vite, Ousmane Sonko et ses partisans ont crié au complot d'État, accusant mon régime de vouloir l'éliminer politiquement avant l'élection présidentielle de 2024. Selon eux, l'accusation était montée de toutes pièces pour le disqualifier, comme cela aurait été perçu pour Khalifa Sall et Karim Wade auparavant. La réaction publique a été immédiate et d'une violence inédite. Les protestations ont éclaté, d'abord à Dakar, puis se sont étendues à d'autres villes du pays. Des milliers de jeunes, frustrés par le chômage,
la pauvreté et le sentiment d'exclusion ont trouvé en Ousmane Sonko une voix et un symbole de résistance. Les manifestations ont rapidement dégénéré en violents affrontements avec les forces de l'ordre. Des édifices publics ont été incendiés, des commerces saccagés et malheureusement des vies ont été perdues. Ce fut une période d'une extrême tension où la stabilité même du pays semblait menacée. Mon gouvernement a été contraint de prendre des mesures fermes pour rétablir l'ordre, allant jusqu'à des couvre-feux, des restrictions de circulation et des coupures d'Internet pour empêcher la coordination des émeutes et la diffusion de fausses informations. Ces mesures, bien que prises dans le but de protéger les citoyens et les biens, ont été fortement critiquées par les défenseurs des droits de l'homme et l'opposition, qui les ont vues comme une tentative de museler la contestation et la liberté d'expression. Je les percevais comme des actes nécessaires pour maintenir l'état de droit face au chaos. Le processus judiciaire de l'affaire Sonko a été long et complexe, avec de multiples rebondissements. Il y a eu des non-lieux, des renvois, des condamnations en première instance pour d'autres chefs d'accusation, diffamation, et des peines avec sursis qui auraient pu le rendre inéligible. Chaque étape judiciaire était suivie de près par l'opinion publique et entraînait de nouvelles vagues de protestations. Pour moi, le rôle du président était de garantir l'indépendance de la justice. Je ne pouvais pas intervenir directement dans le cours d'une affaire pendante devant les tribunaux, même si l'impact politique était colossal. La tension était constante, le pays retenait son souffle à chaque décision de justice. J'étais souvent frustré par les accusations infondées de manipulation, car mon objectif était de gouverner et de développer le pays, pas de m'enliser dans des querelles judiciaires qui mettaient en péril la paix sociale. Au-delà de l'affaire Sonko, la perception de musellement des opposants s'est accentuée. Plusieurs personnalités de l'opposition, des activistes et même des journalistes ont été arrêtés, poursuivis en justice ou ont vu leurs activités entravées. Les accusations variaient, allant de l'incitation à l'insurrection à la diffusion de fausses nouvelles. Pour mes détracteurs, c'était la preuve d'une dérive autoritaire, d'un rétrécissement de l'espace démocratique et des libertés publiques. Pour ma part, je maintenais que l'État ne faisait qu'appliquer la loi face à des actes répréhensibles qui menaçaient l'ordre public et la sécurité nationale, en particulier dans un contexte de menaces grandissantes de déstabilisation et de désinformation sur les réseaux sociaux. Le dialogue politique était rendu difficile, voire impossible, par la radicalisation des positions de part et d'autre. Mais le point culminant des tensions de mon second mandat fut sans conteste le débat sur mon éventuel troisième mandat. C'était une question qui hantait les esprits depuis ma réélection en 2019. La Constitution de 2001, modifiée en 2016 sous ma présidence, stipulait que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Mon argument, et celui de mes juristes, était que la nouvelle Constitution, adoptée par référendum en 2016, avait remis les compteurs à 0. Ainsi, mon premier mandat, 2012-2019, avait été accompli sous l'ancienne Constitution, et mon second, 2019-2024, serait le premier sous la nouvelle loi fondamentale. Cela m'aurait théoriquement permis de briguer un autre mandat en 2024. Cette interprétation constitutionnelle a été farouchement contestée par l'opposition et une grande partie de la société civile qui y voyait une violation flagrante de l'esprit, sinon de la lettre, de la Constitution. Pour eux, le principe des 2 mandats était une ligne rouge à ne pas franchir, un acquis démocratique fondamental. Les rumeurs persistantes sur ma candidature ont alimenté un climat de méfiance et de forte polarisation. Les tensions ont atteint un paroxysme en 2023, avec des marches massives, des manifestations violentes et des appels à la désobéissance civile. La pression, tant nationale qu'internationale, était immense. Mes soutiens me poussaient à me présenter, arguant que j'étais le seul capable de garantir la stabilité et de mener le Sénégal vers l'émergence. D'autres, plus mesurés, me conseillaient la prudence. Le dilemme était déchirant. Je savais que ma décision allait déterminer l'avenir du pays, soit vers la stabilité et la continuité, soit vers une potentielle crise institutionnelle sans précédent. J'ai gardé le suspense jusqu'au dernier moment, pesant le pour et le contre, conscient de la gravité de l'enjeu. Finalement, le 3 juillet 2023, j'ai annoncé ma décision de ne pas me présenter pour un 3e mandat. Ce fut un discours difficile, prononcé avec émotion
mais avec la conviction que c'était le choix le plus sage pour le Sénégal. Ma décision était motivée par ma volonté de préserver la paix sociale, la stabilité du pays et de consolider notre modèle démocratique. Je ne voulais pas que mon héritage soit entaché par une crise de légitimité. Ce choix a provoqué une onde de choc, déception chez mes partisans, soulagement teinté de méfiance chez l'opposition. Mais il a surtout démontré ma capacité à écouter mon peuple et à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Au-delà de ces tensions politiques, mon second mandat a également été marqué par la pandémie de Covid-19. En mars 2020, le virus a frappé le Sénégal, comme le reste du monde. J'ai pris des mesures fortes et rapides, fermeture des frontières, confinement partiel, couvre-feu, restrictions sur les rassemblements. Mon gouvernement a mobilisé des ressources considérables pour faire face à la crise sanitaire, renforcer notre système de santé et organiser la riposte. La gestion de la pandémie a été saluée par les organisations internationales pour sa réactivité et son efficacité relative comparée à d'autres pays. Sur le plan économique, la pandémie a eu des conséquences dévastatrices, impactant fortement le tourisme, le commerce et le secteur informel. Pour atténuer le choc, nous avons mis en place des programmes d'aide d'urgence pour les ménages vulnérables et les entreprises. Politiquement, la pandémie a également eu des répercussions. Les mesures d'urgence ont parfois été perçues comme une centralisation excessive du pouvoir, et les difficultés économiques ont exacerbé le sentiment de frustration et de colère chez une partie de la population, contribuant à alimenter le mouvement de contestation. J'ai également joué un rôle actif sur la scène internationale, plaidant pour un accès équitable aux vaccins pour l'Afrique, conscient que la pandémie ne pouvait être vaincue que par une solidarité mondiale. Ce second mandat fut un paradoxe. D'un côté, des avancées économiques et infrastructurelles indéniables, la découverte et la préparation de l'exploitation de nos ressources en hydrocarbures qui devaient assurer notre indépendance énergétique et de nouvelles sources de revenus. De l'autre, des tensions sociales et politiques sans précédent, des accusations de dérives autoritaires et une polarisation croissante de la société. Le poids de la présidence, le sentiment d'être incompris malgré mes efforts pour la bonne gouvernance et le développement, a été une épreuve constante. J'ai navigué dans la tempête, cherchant toujours à maintenir le cap de la stabilité et de l'émergence, conscient que mon mandat s'achevait sur une note incertaine quant à la succession et à l'avenir politique du pays. La décision du 3 juillet 2023 de ne pas briguer un troisième mandat a été un soulagement pour le pays, mais elle a ouvert une autre porte, celle de la succession. Mon retrait de la course présidentielle a créé un vide immense au sein de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, BBY, que j'avais patiemment construite. Immédiatement, une guerre de positionnement, feutrée d'abord, puis de plus en plus ouverte, a éclaté entre les prétendants à ma succession. Chacun, au sein de mon parti, l'APR, ou des partis alliés, pensait avoir la légitimité ou la force de porter le flambeau. C'était une période d'intenses manœuvres internes, de tractations secrètes et de déclarations publiques, où chaque mot était pesé et chaque geste interprété. Le choix de mon successeur n'était pas anodin. Il allait définir l'avenir du pays et l'héritage de mes 12 années à la tête de l'État. Je devais désigner quelqu'un qui incarnerait la continuité de ma vision pour le Sénégal, notamment le plan Sénégal émergent, PSE, mais qui aurait aussi la capacité de rassembler une coalition hétéroclite et de faire face à une opposition de plus en plus forte et radicalisée. La pression était immense, les noms fusaient, d'anciens premiers ministres, des ministres influents, des figures historiques du parti. Certains de mes proches me pressaient de choisir telle ou telle personnalité, arguant de leur popularité ou de leur puissance financière. Mais je savais que ce choix devait être mûrement réfléchi, au-delà des considérations partisanes. Mes hésitations étaient réelles et profondes. J'ai consulté de nombreux acteurs, écouté les avis, analysé les rapports de force. J'ai étudié les profils de chacun, leurs forces et leurs faiblesses, leur capacité à incarner l'unité et à gagner la confiance du peuple dans un contexte aussi volatile. Le Sénégal avait besoin de stabilité, mais aussi d'un nouveau souffle. Il fallait un homme d'expérience, capable de prendre les rênes d'un État complexe, de gérer les crises et de maintenir le cap du développement. Mais il fallait aussi quelqu'un qui puisse fédérer au-delà de ma seule personne. Finalement, après des semaines de suspense qui ont tenu tout le pays en haleine, j'ai annoncé mon choix. Ce serait Amadou Ba. La décision a été rendue publique le 9 septembre 2023. Amadou Ba n'était pas le choix le plus évident pour tous,
ni le plus charismatique aux yeux du grand public, mais pour moi, c'était le plus stratégique et le plus raisonnable. Pourquoi lui? Amadou Ba était l'incarnation même du technocrate compétent et du stratège discret, des qualités que je valorisais et que je reconnaissais en lui. Il avait un parcours professionnel solide, ayant gravi tous les échelons de l'administration fiscale avant de devenir un ministre clé de mes gouvernements. Il avait été ministre des Finances et du Budget pendant plusieurs années, puis ministre des Affaires étrangères et enfin Premier ministre. Ce parcours lui conférait une connaissance approfondie des rouages de l'État, une maîtrise des dossiers économiques et financiers et une crédibilité indéniable auprès des partenaires internationaux. C'était un homme de dossier, pragmatique, dont l'efficacité n'était plus à prouver. Il avait également une solide expérience des négociations et une capacité à travailler en équipe, des atouts essentiels pour diriger le pays. Il était l'héritier de ma politique économique, l'homme qui avait piloté la mise en œuvre du PSE sur le plan budgétaire. Mon choix a naturellement provoqué des remous au sein de BBY. Les manœuvres internes pour contester sa désignation furent nombreuses et parfois virulentes. Certains leaders de ma propre coalition, qui nourrissaient des ambitions présidentielles légitimes, ont exprimé leur déception. Des voix se sont élevées pour critiquer ce que certains percevaient comme un manque de consultation ou un choix imposé. J'ai dû user de toute mon autorité et de ma capacité de persuasion pour maintenir la cohésion de la coalition. Il y a eu des réunions tendues, des explications nécessaires. Certains sont restés fidèles, d'autres ont préféré prendre leur distance, ou même rejoindre l'opposition. C'était le prix à payer pour un choix aussi crucial. J'ai assumé ma décision, convaincu qu'Amadou Ba était le candidat le plus apte à poursuivre les réformes et à garantir la stabilité du Sénégal. Le pari était risqué. Amadou Ba, malgré ses qualités techniques et sa grande intégrité, n'avait pas le charisme d'un tribun politique. Il n'était pas l'homme des foules, contrairement à certains opposants. Ma stratégie était de capitaliser sur le bilan de mon régime et sur son expérience solide, en le présentant comme le candidat de la continuité et de la sérénité face à une opposition jugée populiste et radicale. Il fallait le vendre aux Sénégalais, le positionner comme le choix de la raison et de l'expérience face à l'incertitude. La campagne présidentielle de 2024 s'est annoncée comme l'une des plus imprévisibles de l'histoire du Sénégal. La désignation d'Amadou Ba a immédiatement polarisé le débat. D'un côté, la coalition au pouvoir, forte de ses réalisations économiques, mais fragilisée par les tensions sociales et la question du troisième mandat. De l'autre, une opposition portée par une vague de contestation populaire incarnée par Ousmane Sonko et son nouveau poulain, Bassirou Diomaye Faye. J'ai mis tout mon poids politique dans la balance pour soutenir Amadou Ba. J'ai participé à des meetings, envoyé des messages de soutien, tenté de rassurer les électeurs sur la capacité de mon dauphin à poursuivre ma politique et à apporter un nouveau souffle. J'ai observé la campagne avec une attention particulière, conscient que mon héritage était en jeu. Amadou Ba s'est efforcé de défendre le bilan de mon mandat tout en proposant ses propres axes. Il a tenté de contrer la dynamique d'une opposition qui capitalisait sur le rejet du système et la demande de changement radical. C'était une bataille idéologique, mais aussi une bataille de perception. J'étais de facto le garant de sa campagne, l'ombre tutélaire qui devait rassurer les indécis et mobiliser ma base électorale. J'ai senti le poids de l'enjeu, le risque que représentait cette succession dans un contexte de forte volatilité politique. Mon choix, Amadou Ba, était le fruit d'une conviction profonde. Mais c'était aussi un pari. Un pari pour l'avenir du Sénégal, un avenir que j'espérais confier à un homme de confiance capable de maintenir le cap. Les jours précédant le scrutin du 24 mars 2024 furent empreints d'une tension palpable. J'avais mis tout mon poids dans la balance pour soutenir Amadou Ba, mon dauphin, mon choix pour la continuité et la stabilité. J'avais rappelé les réalisations du plan Sénégal émergent, PSE, souligné la solidité de nos institutions, mis en garde contre les incertitudes d'un changement radical. J'avais fait campagne à ses côtés, mobilisant les troupes de ma coalition, Benno Bokk Yakaar, et tentant de rassurer un électorat parfois sceptique ou indécis. Pour moi, il était impensable que le Sénégal ne choisisse pas la voie de l'expérience et du progrès constant. Pourtant, quelque chose avait changé. Le ressentiment, latent au début de mon second mandat, s'était mué en une véritable vague de contestation. Les tensions autour du troisième mandat,
l'affaire Ousmane Sonko et les manifestations violentes qui en avaient découlé, les arrestations d'opposants et d'activistes, les coupures d'Internet, tout cela avait créé un climat de frustration et de défiance, surtout chez les jeunes. Mon message de développement économique et de stabilité, si important à mes yeux, semblait parfois ne pas résonner autant que les slogans du changement radical. Le sentiment d'un système à abattre était devenu un moteur puissant pour l'opposition. Le soir du 24 mars, alors que les premiers résultats commençaient à tomber, une sensation étrange s'est installée. Les remontées du terrain, les chiffres qui commençaient à circuler, indiquaient une tendance claire, une avance significative pour le candidat de l'opposition. Ce n'était pas un résultat serré, une victoire à l'arraché. C'était une vague. Les télévisions, les radios, les réseaux sociaux se sont emballés. L'ambiance dans le camp d'Amadouba était pesante, celle de l'opposition exultante. J'ai suivi la situation de très près, dans mon bureau. Les chiffres étaient implacables. Il est vite devenu évident que le candidat Bassirou Diomaye Faye, le plan B d'Ousmane Sonko et de Pastef, allait l'emporter dès le premier tour. L'ampleur de la victoire était déconcertante pour mon camp. Malgré tous nos efforts, malgré les réalisations, le peuple avait exprimé un désir profond de rupture. C'était un choc politique d'une magnitude que nous n'avions pas anticipée à ce point. Le système maquis, comme l'appelait l'opposition, avait été rejeté. C'était le verdict des urnes, le pouvoir souverain du peuple sénégalais. Dans ces moments-là, on ressent le poids de l'histoire. Ma propre victoire en 2012 avait été celle de l'alternance. Je me devais, en tant que garant de la démocratie, d'être à la hauteur de ce moment. La nuit du 24 au 25 mars fut courte et intense. J'ai consulté mes proches, les leaders de ma coalition. La défaite était amère, mais le devoir de préserver la paix et la stabilité du pays était primordial. C'était le moment de démontrer la maturité de notre démocratie. Tôt le matin du 25 mars, alors que les résultats officiels n'étaient pas encore proclamés, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Bassirou Diomaye Faye. Je l'ai félicité pour sa victoire éclatante. C'était un geste fort, une reconnaissance de la volonté populaire et une manière d'apaiser toute tension résiduelle. Ce n'était pas facile, mais c'était la voie que j'avais toujours défendue, celle du respect du verdict des urnes. Mon prédécesseur, Abdoulaye Wade, m'avait montré la voie en 2012, et il était de mon devoir de faire de même. L'annonce de ma reconnaissance de sa victoire a été un signal puissant envoyé à la nation et au monde. La chute du système maquis s'est faite dans la sérénité et le respect des institutions. Le Sénégal a une fois de plus démontré sa singularité et sa maturité démocratique sur le continent africain, où les transitions pacifiques sont parfois rares. Quelques jours plus tard, Bassirou Diomaye Faye a été investi président de la République du Sénégal. Son premier acte majeur a été de nommer Ousmane Sonko Premier ministre. C'était une décision attendue, le couronnement de leur long combat commun et le reflet de la nouvelle dynamique politique. Voir Ousmane Sonko, celui avec qui j'avais eu tant de confrontations et de tensions durant mon second mandat, prendre la tête du gouvernement, fut un moment symbolique fort. C'était la fin d'une ère et le début d'une nouvelle, portée par les figures emblématiques de l'opposition. La transition avec Diomaye s'est déroulée dans un climat de respect mutuel, du moins publiquement. J'ai veillé à lui transmettre tous les dossiers importants, à le mettre au courant des enjeux nationaux et internationaux. Il y a eu un face-à-face historique entre l'ancien et le nouveau président, un passage de témoin dans les règles de l'art démocratique. C'était ma manière de garantir la continuité de l'État au-delà des affiliations politiques. Cette période de chute a été une leçon d'humilité. Elle m'a rappelé que le pouvoir est temporaire et que la voix du peuple est souveraine. J'avais construit, j'avais innové, j'avais dirigé avec passion. Mais il y avait une aspiration au changement que je n'avais peut-être pas suffisamment mesurée ou à laquelle je n'avais pas pu répondre pleinement. L'échec du système maquis n'était pas un échec personnel, mais le résultat d'une dynamique complexe où les attentes populaires, les tensions sociales et les dynamiques politiques s'étaient conjuguées pour créer cette vague. Il faut l'accepter, l'analyser et en tirer les leçons pour l'avenir du Sénégal. Quitter le pouvoir est une expérience singulière. Après 12 années à la tête de l'État, à être au centre de toutes les attentions, de toutes les décisions, le silence qui suit l'alternance est assourdissant. Le 2 avril 2024, lorsque j'ai officiellement passé le flambeau à Bassirou Diomaye Faye, un chapitre immense de ma vie s'est refermé.
C'était un moment empreint d'émotion, de dignité, mais aussi d'un vide soudain, celui que l'on ressent après avoir porté un fardeau aussi lourd pendant si longtemps. Dès les premiers jours, j'ai choisi la discrétion. Pas de grandes déclarations fracassantes, pas d'ingérence dans la gestion de la nouvelle équipe. Je me suis allé au Maroc, un endroit où j'ai pu retrouver une intimité et une sérénité que le pouvoir rend difficile. Les premiers jours, et même les premières semaines, ont été un temps d'adaptation. Passer du rythme effréné des rendez-vous officiels, des dossiers urgents, des crises à gérer, à un quotidien où l'agenda est soudainement vide, est un choc. J'ai pris le temps de me reposer, de me reconnecter avec ma famille, Mariem et mes enfants, qui m'avaient soutenu sans relâche durant toutes ces années. Ce sont eux qui ont le plus souffert de mes absences, des contraintes de la fonction. Retrouver un semblant de vie normale, des repas en famille, des moments de calme, fut un luxe inestimable. Mais le silence n'est jamais total. L'esprit continue de travailler, d'analyser. Et inévitablement, les regrets affleurent. Un président, même après son départ, reste marqué par les décisions qu'il a prises, les chemins qu'il n'a pas pu explorer, les promesses qu'il n'a pas pu tenir entièrement. Le plus grand de mes regrets, si je devais en désigner un, est peut-être de ne pas avoir réussi à éteindre complètement la flamme de la contestation sociale et du sentiment de frustration chez une partie de la jeunesse, malgré tous mes efforts pour le développement et la création d'emplois. J'ai eu le sentiment que le message de mes réalisations économiques, les chiffres du PSE, n'ont pas toujours atteint ou convaincu ceux qui aspiraient à un changement plus radical ou immédiat de leur quotidien. Il y a eu des incompréhensions, des erreurs de communication sans doute. Le coût social de certaines réformes, la lenteur perçue des résultats, ont pu nourrir une impatience que la politique ne peut toujours satisfaire dans l'instant. Il y a aussi les regrets liés aux tensions politiques qui ont émaillé mon second mandat. L'affaire Ousmane Sonko, les affrontements qui en ont résulté, les vies perdues, les libertés parfois restreintes pour maintenir l'ordre. Ce sont des épisodes douloureux. J'ai toujours agi dans l'intérêt de l'État, convaincu de la nécessité de faire respecter la loi et de garantir la sécurité. Mais je sais que ces décisions ont été perçues par beaucoup comme une répression politique. Cette divergence de perception est une source de réflexion constante. Aurais-je pu agir différemment ? Le dialogue était-il toujours possible ? Ce sont des questions que tout leader doit se poser, même après avoir quitté le pouvoir. Malgré tout, l'envie de servir, d'apporter ma contribution, ne s'éteint pas. L'idée d'un retour à Fatick, à mes racines, est présente. Ce n'est pas un retour politique actif, mais plutôt un ressourcement, une reconnexion avec la terre qui m'a vu naître. Je suis un homme de terrain, et le contact avec les populations de ma région me manquerait si j'étais cloîtré à Dakar. C'est un endroit où je peux retrouver une forme de simplicité et d'authenticité. Mais mes ambitions africaines demeurent fortes. Après avoir présidé l'Union africaine en 2022, j'ai acquis une légitimité et une connaissance approfondie des enjeux du continent. Je crois en une Afrique forte, unie, capable de prendre son destin en main. Je reste engagé dans des initiatives de médiation, de promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance sur le continent. Mon expérience à la tête du Sénégal, mes succès comme mes difficultés, peuvent servir d'exemple ou de leçon pour d'autres leaders africains. Je suis souvent sollicité pour des conférences, des conseils. Il y a un rôle à jouer pour les anciens chefs d'État, un rôle de sage, de facilitateur, loin des contingences du pouvoir exécutif. Les rumeurs concernant une éventuelle nomination à la tête du Conseil de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, ou d'une autre institution internationale ont circulé. Ces discussions sont le reflet d'une reconnaissance de mon parcours et de mon engagement sur la scène internationale. Si l'opportunité se présente de servir à un niveau global pour le développement et la promotion des intérêts de l'Afrique, je l'étudierai avec l'attention qu'elle mérite. Il ne s'agirait plus de pouvoir politique national, mais d'une contribution à des enjeux plus larges, d'une influence au service du continent et du multilatéralisme. Les critiques continuent, inévitablement. C'est le lot de tout homme politique, et encore plus d'un ancien président. On me reproche toujours mon style, mes décisions passées, ma gestion de certaines crises. J'accepte ces critiques. Elles font partie du débat démocratique et de l'évaluation de mon bilan. Les hommages aussi, bien sûr, sont là, de la part de ceux qui ont apprécié mon travail, mes réalisations, ma vision pour le Sénégal. Je prends du recul par rapport à tout cela. Le temps est le seul juge impartial de l'histoire. Ma vie après le pouvoir,
c'est aussi une introspection constante. Que reste-t-il de l'homme public, du chef d'État une fois les projecteurs éteints? Il reste l'homme, avec ses convictions profondes, ses valeurs. Il reste l'engagement pour le Sénégal, pour l'Afrique, mais sous d'autres formes. Je suis et je resterai un acteur de l'ombre, un conseiller, un observateur attentif, mais toujours un citoyen engagé pour le bien de ma nation. Après avoir quitté la présidence, le recul est inévitable. On observe différemment, avec une lucidité nouvelle, les dynamiques du pays et du continent. Mon parcours m'a donné une perspective unique sur les défis et les opportunités qui s'offrent à nous. Aujourd'hui, ma vision du Sénégal et de l'Afrique est plus que jamais empreinte de pragmatisme et d'un optimisme mesuré. Concernant le Sénégal, mon souhait le plus cher est de le voir continuer sur la voie de l'émergence. J'ai consacré 12 années de ma vie à jeter les bases solides d'un développement structurel avec le plan Sénégal émergent, PSE. Les infrastructures que nous avons construites, l'AIBD, le TER, les autoroutes, les pôles urbains comme Diamniadio, ne sont pas de simples réalisations, ce sont les fondations d'un État moderne, capable d'attirer les investissements et de créer des richesses. Ma vision est celle d'un Sénégal qui poursuit cette modernisation, qui valorise ses ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz, dont l'exploitation démarre, mais qui n'oublie jamais l'importance du capital humain. Il faut continuer à investir massivement dans l'éducation, la santé, la formation professionnelle des jeunes. C'est la clé pour qu'ils trouvent leur place dans cette économie transformée. Le plus grand défi pour le Sénégal reste la cohésion sociale. Les tensions que nous avons connues durant mon second mandat ont montré à quel point notre tissu social pouvait être fragilisé par les clivages politiques et les frustrations économiques. Il est impératif que le nouveau leadership réussisse à apaiser ces tensions, à réconcilier les différentes composantes de la société sénégalaise. La jeunesse en particulier doit se sentir écoutée, comprise et avoir de réelles perspectives d'emploi et d'épanouissement. Mon rêve est celui d'un Sénégal uni, où le dialogue prime sur la confrontation, où les institutions sont respectées et où chaque citoyen, quelle que soit son opinion politique, se sente pleinement inclus dans le projet national. Quant à l'Afrique, ma vision est celle d'un continent qui se dresse, qui prend son destin en main. J'ai eu l'honneur de présider l'Union africaine et de dialoguer avec les plus grands leaders mondiaux. Ce que j'ai retenu, c'est que notre force réside dans notre unité et notre capacité à parler d'une seule voix sur la scène internationale. L'Afrique possède des ressources immenses, un capital humain jeune et dynamique. Il est crucial que nous développions nos propres chaînes de valeur, que nous transformions nos matières premières sur place, que nous renforcions notre souveraineté alimentaire et énergétique. La question de l'intégration régionale, notamment au sein de la CEDEAO, reste fondamentale. Malgré les soubresauts politiques et les défis sécuritaires dans certains pays, je crois fermement que l'avenir de l'Afrique passe par des ensembles régionaux forts, capables de peser économiquement et politiquement. La sécurité et la stabilité du continent sont indissociables de notre développement. C'est pourquoi le combat contre le terrorisme, la promotion de la bonne gouvernance et la consolidation des processus démocratiques doivent rester des priorités absolues pour tous les dirigeants africains. Mon vœu le plus cher est de voir une Afrique qui n'est plus seulement un réservoir de ressources, mais un acteur majeur du monde multipolaire, un partenaire respecté et écouté. Concernant ceux qui m'ont combattu, notamment Diomaye et Sonko, ma position est claire et républicaine. Je les ai félicités pour leur victoire, reconnaissant le verdict souverain du peuple sénégalais. C'était mon devoir et ma conviction profonde de garantir une transition pacifique et exemplaire, comme cela avait été fait pour moi en 2012. Leur arrivée au pouvoir marque une nouvelle ère, une volonté de rupture exprimée par une partie significative des Sénégalais. Mon opinion sur eux aujourd'hui est celle d'un observateur attentif. Je les ai combattus politiquement, mais je respecte la légitimité de leur victoire. Je crois que l'alternance est le sel de la démocratie. Leurs défis sont immenses. Ils ont des attentes colossales à gérer, des promesses à tenir, notamment envers une jeunesse très mobilisée qui a cru en leur message de changement radical. Leur capacité à traduire leurs idéaux en politique publique concrète, à maintenir la stabilité économique et sociale du pays et à rassurer les investisseurs sera déterminante. Je leur souhaite sincèrement de réussir pour le bien du Sénégal. Mon rôle n'est plus d'être un opposant actif, mais un ancien président qui peut, si nécessaire,
offrir son expérience et ses conseils dans la discrétion et le respect des institutions. Mes regrets personnels sont ceux de tout leader qui n'a pas pu tout accomplir. La politique est l'art du possible, et il y a toujours des frustrations, des projets inachevés, des défis qui persistent. J'ai dû prendre des décisions difficiles, parfois impopulaires, mais toujours dans ce que je croyais être l'intérêt supérieur de la nation. La gestion des crises sociales, les accusations d'autoritarisme, le sentiment d'avoir été parfois incompris par certains segments de la population sont des fardeaux que l'on porte longtemps. Mais je suis en paix avec ma conscience. J'ai agi avec conviction et engagement. Mes rêves africains ne s'éteignent pas avec la présidence. Je continuerai, sous d'autres formes, à militer pour le développement de mon continent, pour la résolution pacifique des conflits, pour une gouvernance juste et transparente. Que ce soit à travers des fondations, des conférences ou des missions de médiation, mon expérience est à la disposition de l'Afrique. La passion de servir ne s'éteint jamais vraiment chez ceux qui l'ont chevillée au corps. Mon histoire est celle d'un homme parti de Fatick, qui a connu l'ascension et la chute, mais qui est resté fidèle à ses convictions. Le Sénégal est un grand pays, une démocratie vibrante, et je suis fier d'y avoir apporté ma pierre. L'avenir est désormais entre les mains de la nouvelle génération, mais les fondations sont là. Ma présidence a été marquée par une volonté de positionner le Sénégal comme un acteur respecté et influent sur la scène internationale, tout en défendant fermement nos intérêts nationaux. Cela s'est traduit par une diplomatie active et parfois nuancée, en particulier avec la France, nos partenaires régionaux et les puissances émergentes. Nos relations avec la France sont par nature complexes, profondes et multiformes. Elles sont ancrées dans une histoire partagée, mais aussi dans des dynamiques post-coloniales qu'il était essentiel de rééquilibrer. À mon arrivée au pouvoir en 2012, j'ai hérité de liens forts, mais aussi de perceptions de déséquilibre. Mon objectif a été de moderniser ce partenariat, de le hisser à un niveau de réciprocité et de respect mutuel. Je n'ai jamais cherché la rupture, mais plutôt une redéfinition pragmatique. Avec la France, les enjeux étaient multiples. Sur le plan économique, la France reste un partenaire commercial et un investisseur majeur. Nous avons continué à accueillir des entreprises françaises et à développer des collaborations dans divers secteurs. Cependant, j'ai insisté sur la nécessité pour ces partenariats d'être réellement gagnant-gagnant, favorisant le transfert de technologies et la création d'emplois locaux. Je me suis efforcé de diversifier nos partenaires économiques pour ne pas dépendre excessivement d'une seule puissance, cherchant à attirer des investissements de Chine, du Golfe ou encore de Turquie. Sur le plan de la sécurité, la coopération avec la France est restée essentielle, notamment dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Nos armées ont mené des exercices conjoints et partagé du renseignement. J'ai toujours plaidé pour une approche africaine des problèmes de sécurité avec le soutien de nos partenaires. J'ai insisté sur le renforcement des capacités de nos propres forces armées plutôt que sur une dépendance externe. Politiquement, la relation était faite d'échanges francs. J'ai entretenu de bonnes relations avec les différents présidents français, de François Hollande à Emmanuel Macron. Cependant, je n'ai jamais hésité à exprimer mes désaccords lorsque je sentais que les intérêts du Sénégal ou de l'Afrique n'étaient pas suffisamment pris en compte. J'ai notamment été un fervent défenseur de la souveraineté africaine et de la nécessité pour nos États de décider de leur propre avenir. Ma présidence de l'Union africaine en 2022 a été l'occasion de porter cette voix avec force sur la scène internationale, plaidant pour une Afrique forte et maîtresse de son destin, ce qui impliquait parfois de remettre en question certains aspects de la relation avec l'ancienne puissance coloniale. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a toujours été au cœur de ma diplomatie régionale. Je crois profondément à l'intégration africaine comme levier de développement économique et de stabilité politique. Le Sénégal, de par sa position géographique et son histoire démocratique, a toujours eu un rôle de leader à jouer au sein de cette organisation. Mon action à la tête du Sénégal a visé à renforcer la CEDEAO sur tous les plans. Sur le plan économique, j'ai milité pour la libre circulation des biens et des personnes, pour l'harmonisation des politiques économiques et pour le développement des infrastructures régionales. Sur le plan politique, j'ai toujours défendu les principes de bonne gouvernance, de démocratie et de respect des mandats constitutionnels. Cela m'a conduit, à plusieurs reprises, à prendre des positions fermes face aux coups d'État et aux tentatives de déstabilisation dans la sous-région. Lorsque des pays membres ont connu des putschs militaires,
Mali, Burkina Faso, Niger, j'ai toujours soutenu la position ferme de la CEDEAO pour le retour à l'ordre constitutionnel, même si cela a parfois créé des tensions et des incompréhensions. J'ai souvent été en première ligne pour les missions de médiation, car la stabilité de nos voisins est intrinsèquement liée à la nôtre. Mon leadership au sein de la CEDEAO s'est manifesté par une participation active au sommet, une défense constante des positions africaines sur la scène internationale et un engagement pour la résolution pacifique des conflits. La sécurité régionale, face à la menace terroriste grandissante au Sahel, a été une préoccupation majeure. J'ai œuvré pour le renforcement des capacités militaires des pays de la CEDEAO et pour une meilleure coordination des efforts. Si nos partenaires historiques restaient importants, j'ai activement cherché à diversifier les partenariats stratégiques du Sénégal. C'était une nécessité pour notre souveraineté et pour maximiser nos opportunités de développement. La Russie a vu un renforcement de nos relations, comme c'est le cas pour de nombreux pays africains. Au-delà des considérations géopolitiques complexes, ma démarche était pragmatique. Chercher des coopérations dans des domaines où la Russie a une expertise, par exemple, la défense, l'énergie nucléaire civile, l'agriculture. J'ai rencontré le président Poutine à plusieurs reprises, notamment lors de sommets. Nos échanges étaient axés sur la coopération bilatérale et sur les positions de l'Afrique concernant les grands enjeux mondiaux. Le Sénégal, comme beaucoup d'autres pays africains, a adopté une position de non-alignement face à des conflits comme celui en Ukraine, plaidant pour la paix et la résolution diplomatique, tout en défendant nos intérêts économiques et sécuritaires. J'ai également intensifié nos relations avec la Chine, devenue un partenaire économique majeur, investissant massivement dans les infrastructures. Avec la Turquie, les liens se sont renforcés dans le commerce, la construction et l'éducation. Les pays du Golfe sont également devenus des partenaires importants en termes d'investissement et de financement de projets. Cette diversification n'était pas un choix contre quiconque, mais un choix pour le Sénégal, pour ouvrir de nouvelles portes et réduire nos vulnérabilités. La question du franc CFA est un débat passionnel et complexe qui touche à la fois à la souveraineté économique et à l'héritage colonial. Dès mon arrivée au pouvoir, j'ai toujours défendu une position pragmatique. La stabilité macroéconomique était ma priorité. Et le franc CFA, malgré ses limites perçues, offrait cette stabilité, une faible inflation et une convertibilité garantie. Cela était rassurant pour les investisseurs et pour la gestion quotidienne de notre économie. Cependant, j'étais conscient des aspirations à une plus grande autonomie monétaire. Le projet de l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO, était un dossier que j'ai activement soutenu et poussé. L'objectif était de remplacer le franc CFA par une monnaie africaine, gérée par les Africains, tout en conservant les critères de convergence et de stabilité qui garantiraient sa crédibilité. J'ai participé à de nombreux sommets et négociations avec mes homologues de la CEDEAO pour faire avancer ce projet. C'était un chemin semé d'embûches, avec des divergences de vues sur les critères de convergence, le régime de change et le rôle de la Banque centrale. La réforme du franc CFA de 2019, qui a mis fin à la garantie illimitée de la France et au dépôt d'une partie de nos réserves auprès du Trésor français, fut une étape importante, un pas vers une plus grande autonomie, même si la parité fixe avec l'euro était maintenue. Mon objectif était d'arriver à l'ECO, une monnaie commune solide, véritable symbole de notre souveraineté économique et de notre intégration régionale. Le processus est lent et complexe, mais je crois que c'est la direction à suivre pour l'Afrique de l'Ouest. L'armée sénégalaise est une institution républicaine par excellence, garante de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale et de la stabilité de nos institutions. J'ai toujours eu un respect profond pour nos forces armées et de sécurité. Sous ma présidence, j'ai veillé à leur modernisation, à l'amélioration de leurs équipements et à la formation de nos hommes. Le contexte sécuritaire régional, marqué par la recrudescence du terrorisme au Sahel, a rendu cet investissement encore plus crucial. Notre armée a été engagée sur plusieurs fronts: la protection de nos frontières, la lutte contre la criminalité transnationale et un rôle actif dans les missions de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies et de la CEDEAO. J'ai toujours défendu le professionnalisme et la neutralité politique de nos forces armées. Le fait que l'armée sénégalaise soit restée républicaine et apolitique, malgré les fortes tensions sociales et politiques de mon second mandat, est une fierté et un témoignage de sa solidité institutionnelle. La découverte d'importantes réserves de pétrole et de gaz offshore
a été une opportunité historique pour le Sénégal. Ces ressources, dont l'exploitation commence tout juste, sont un potentiel de transformation économique immense. Mais elles représentent aussi un défi majeur en termes de gouvernance et de gestion transparente. Dès les premières annonces, j'ai mis en place un cadre légal et institutionnel rigoureux pour garantir que ces ressources bénéficient réellement au peuple sénégalais et ne soient pas la source de nouvelles tensions ou de corruption. Nous avons renforcé la législation sur le contenu local pour que les entreprises sénégalaises profitent de cette nouvelle manne, et j'ai insisté sur la transparence des contrats et des revenus. L'adhésion du Sénégal à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, a été une de mes priorités. Mon ambition était d'éviter la malédiction des ressources et de faire de ces découvertes un levier pour un développement durable et inclusif, finançant les infrastructures, l'éducation et la santé, et diversifiant notre économie au-delà des hydrocarbures. La gestion de ces ressources sera un test majeur pour le nouveau pouvoir, et je resterai un observateur attentif de la manière dont cette richesse sera utilisée pour le bien-être de tous les Sénégalais. Le Sénégal est un pays à majorité musulmane, marqué par une organisation confrérique puissante, avec une coexistence pacifique remarquable entre les différentes confessions et confréries. Cette harmonie est une force et une richesse. En tant que président, j'ai toujours veillé à préserver cet équilibre délicat. J'ai entretenu des relations privilégiées avec les leaders religieux, les califes des grandes confréries, Mourides, Tidjane, Layen, Cadre, ainsi qu'avec les leaders de la communauté chrétienne. Le dialogue interreligieux et interconfrérique était une priorité pour moi. Cependant, il faut reconnaître que des tensions religieuses ou confrériques peuvent émerger, souvent instrumentalisées à des fins politiques. J'ai toujours été vigilant face à toute tentative de division basée sur la religion ou l'appartenance confrérique. Mon rôle était de garantir la laïcité de l'État, tout en respectant la place fondamentale de la religion dans la société sénégalaise. L'État doit être le garant de la liberté de culte et de la protection de toutes les communautés. Les grandes célébrations religieuses, comme le Magal de Touba ou le Gamou, ont toujours bénéficié du soutien logistique de l'État pour garantir leur bon déroulement, en reconnaissance de leur importance sociale et spirituelle. J'ai constamment rappelé l'importance de la tolérance et du respect mutuel, des valeurs qui ont toujours fait la force de notre nation. Toutes ces dimensions, diplomatiques, économiques, monétaires, sécuritaires et sociétales, ont façonné mon action à la tête du Sénégal. Elles révèlent la complexité de gouverner un pays comme le nôtre, à l'interface de multiples influences et de défis constants. J'ai agi avec mes convictions, toujours au service de ce que je croyais être le meilleur pour mon pays. Derrière l'homme public, le chef d'État, l'homme politique, il y a Macky Sall, l'époux, le père, le croyant. C'est cette dimension privée, souvent occultée par les lumières du pouvoir, qui a été le véritable pilier de ma vie. Elle a été ma force, mon refuge, mon équilibre. Sans elle, je n'aurais jamais pu affronter les défis, les critiques et les pressions inhérentes à la fonction présidentielle. Ma vie de famille, c'est d'abord Marième Faye Sall. Mariée à mes côtés depuis des décennies, elle n'a pas seulement été mon épouse, elle a été ma première conseillère, ma confidente, et le roc inébranlable sur lequel je pouvais toujours m'appuyer. Son rôle a été crucial, bien au-delà de ce que le public perçoit. Elle n'a jamais cherché les projecteurs pour elle-même. Discrète et d'une loyauté absolue, elle a géré notre foyer avec une main de fer dans un gant de velours, veillant à ce que nos enfants grandissent dans un environnement stable et aimant, malgré les absences fréquentes et les contraintes de ma vie publique. Marième est une femme de conviction, profondément ancrée dans les valeurs sénégalaises, dotée d'une grande intelligence émotionnelle et d'un sens aigu de la justice. Elle a été celle qui me ramenait à l'essentiel, qui me rappelait l'importance de l'humilité et de l'écoute. Ses conseils, souvent donnés dans l'intimité de notre foyer, loin des caméras, ont été précieux, francs et désintéressés. Elle n'a jamais hésité à me dire ce qu'elle pensait, même quand ce n'était pas ce que je voulais entendre. Sa force et sa résilience, en particulier durant les moments les plus difficiles de ma carrière politique, comme ma traversée du désert ou les crises de mon second mandat, ont été ma boussole. Nos enfants, au nombre de 4, sont ma plus grande fierté et ma plus grande source de joie. Le pouvoir a incontestablement eu un impact sur leur vie.
Ils ont grandi sous le regard constant du public, avec les contraintes et les attentes qui pèsent sur les enfants d'un chef d'État. J'ai toujours veillé à ce qu'ils restent humbles, connectés aux réalités du pays, et qu'ils poursuivent leurs études avec sérieux. Je me suis efforcé de leur transmettre les valeurs de travail, d'intégrité et de respect d'autrui que mes parents m'ont inculquées. Leurs places dans ma vie privée ont toujours été prioritaires. Malgré un emploi du temps présidentiel surchargé, j'ai toujours essayé de trouver des moments pour eux. Les écouter, les conseiller, partager des repas en famille. Ces moments, parfois rares, étaient sacrés. Ils me permettaient de déconnecter des enjeux politiques et de retrouver la simplicité et la chaleur du cercle familial. C'était essentiel pour mon équilibre mental et émotionnel. Ma foi est une composante essentielle de qui je suis. Je suis un musulman sunnite et ma spiritualité est un guide constant dans ma vie. Elle m'a appris l'humilité face à la grandeur de Dieu, la patience face aux épreuves et la gratitude pour les bénédictions reçues. La prière quotidienne, la lecture du Coran et le respect des principes de l'islam ont nourri mon esprit et m'ont donné la force nécessaire pour affronter les défis les plus ardus. Dans les moments de doute ou de grande pression, c'est vers ma foi que je me suis tourné pour trouver la sérénité et la clarté. Elle m'a permis de garder les pieds sur terre, de ne pas me laisser griser par le pouvoir et de me rappeler que toute autorité vient de Dieu et que toute fonction est une amana, une responsabilité à exercer avec la plus grande conscience. Ce que le pouvoir a changé en moi, c'est une question complexe. Le pouvoir, surtout la présidence, vous transforme inévitablement. Il vous expose à une intensité que rien d'autre ne peut préparer. J'ai appris à prendre des décisions sous une pression immense, à gérer des crises nationales et internationales, à naviguer dans des eaux politiques parfois très agitées. J'ai dû développer une résilience encore plus grande, une capacité à encaisser les coups, les critiques injustes, les trahisons. Le pouvoir vous rend aussi plus solitaire au sommet, les décisions finales sont toujours les vôtres, et le poids de ces responsabilités est immense. J'ai appris à me méfier des flatteries, à ne faire confiance qu'à un cercle très restreint de personnes. En revanche, le pouvoir n'a pas changé mes convictions profondes. Je suis resté l'homme de fatigue, ancré dans mes valeurs. Il n'a pas entamé ma foi, ni mon amour pour ma famille, ni mon attachement indéfectible au Sénégal et à l'Afrique. Au contraire, il a renforcé mon sens du devoir et mon désir de servir mon pays et mon continent. J'ai toujours cherché à rester authentique, à ne pas me laisser dévorer par les artifices de la fonction. Le vrai maquis derrière le président est celui qui se lève tôt, qui travaille avec acharnement, qui aime son pays et qui met sa famille au-dessus de tout. C'est l'homme qui, même au sommet, n'a jamais oublié d'où il venait et pourquoi il était là, pour servir. Aujourd'hui, loin des fastes du palais, je retrouve ce maquis, plus serein, plus disponible pour ceux que j'aime. Le poids des dossiers est parti, mais l'expérience et la sagesse acquise demeurent. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, où la vie publique se teinte de plus de privé, mais où l'engagement, lui, reste intact. Chers amis, nous arrivons au terme de ce récit, de ce long voyage à travers ma vie, mes engagements, mes combats et mes rêves pour le Sénégal et pour l'Afrique. Ce fut un parcours intense, jalonné de moments de joie immenses, mais aussi d'épreuves difficiles. Je vous ai ouvert les portes de mon expérience, du technocrate discret au chef d'État, des salles de négociation internationales aux routes poussiéreuses de nos villages. J'ai partagé avec vous les défis de mon retour au Sénégal et mes premiers pas en politique, mon engagement auprès du président Abdoulaye Wade, puis ma douloureuse rupture. Nous avons exploré ensemble ma traversée du désert, la création de l'Alliance pour la République, APR, et la victoire historique de 2012. J'ai détaillé les ambitions et les réalisations de mon premier mandat avec le plan Sénégal émergent, PSE, mais aussi les tensions inévitables. Nous avons affronté les tumultes de mon second mandat, marqués par des crises profondes et des débats passionnés sur la stabilité et la démocratie. Enfin, j'ai évoqué ma décision de ne pas briguer un troisième mandat, le choix de mon successeur, la transition pacifique du pouvoir et mes réflexions sur ma vie après la présidence, mes regrets, mes ambitions pour l'Afrique et ma vision pour le Sénégal. Ce récit est le reflet de mes convictions profondes. Il témoigne de ma passion indéfectible pour notre pays, de ma foi en notre potentiel collectif et de mon engagement pour une Afrique forte et souveraine. J'ai toujours agi avec honnêteté et dévouement, plaçant l'intérêt du Sénégal au-dessus de tout. Je tiens à vous exprimer ma plus sincère gratitude.
Merci d'avoir pris le temps de suivre ce parcours avec moi. Vos questions, votre intérêt ont rendu cet échange particulièrement stimulant et gratifiant. C'est à travers ces partages que nous construisons une mémoire collective et que nous tirons les leçons de l'histoire pour éclairer l'avenir. Si ce récit a résonné en vous, si vous souhaitez continuer à suivre ces discussions sur les parcours de nos héros, les enjeux qui façonnent notre continent et les réflexions sur l'avenir de nos nations, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne ou à nos plateformes. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous offrir des contenus enrichissants et pertinents. Le chemin du Sénégal et celui de l'Afrique est encore long, mais il est plein de promesses. J'ai confiance en notre jeunesse, en notre résilience et en notre capacité à bâtir un avenir meilleur. Je vous remercie encore une fois de votre écoute attentive et de votre engagement.